Souleymane Niang. La police a donc libéré 37 des 39 rescapés de l'accident survenu dans la nuit du 25 au 26 octobre dernier entre un patrouilleur de la marine sénégalaise et une pirogue transportant des candidats à l'immigration clandestine. Nous avons retrouvé certains de ces miraculés qui ont rejoint leur famille très tôt ce matin, précisément à Ngaïméré. En attendant de pouvoir vous proposer leur témoignage, nous avons recueilli celui de leurs proches. Un récit édifiant tant sur le parcours de l'un de ces rescapés, âgé de 32 ans et handicapé physique, que sur ce qui s'est passé en mer. Anna Rocha. La nuit d'hier a été longue pour les 5 rescapés du drame survenu en mer dimanche au large de Dakar. Après des heures d'audition par la police, ils embarquent vers 22 heures sans escorte à bord d'un bus direction Méré. Ils arrivent à destination peu après 4 heures du matin, épuisés. Parmi eux, Khadim Fall, 32 ans, handicapé et vendeur de glace à Joal. Son grand frère est encore sous le choc de sa tentative d'émigration. man mii di wax ak yow nii ñoom bi ñu jógee ngaay dem samedi. jóge nañ fi ba 21h ci guddi laay doog a xam ni moom ci la bokk. bon bi ñu jógee Joal ñëw jaarul ci kër. Le jeune rescapé est retourné chez lui avec plusieurs blessures, raconte Mame Gor Fall. En fait, il faut comprendre qu'au moment où la pirogue s'est renversée, il essayait quand même d'avoir quelque part où s'agripper. Voilà, où s'agripper, je veux dire. Et maintenant, là, il y avait le flottement de la pirogue sur ses mains comme ça. Il a reçu des coups de la pirogue. Dimanche dernier, à 2 heures du matin, les candidats à l'immigration quittent Soumbédioune pour se rapprocher de leurs rêves. Mais la marine espagnole n'était pas loin. La suite de l'histoire, Khadim Fall l'a raconté au téléphone à son frère. Voilà. Donc maintenant, les Espagnols ont appelé la marine sénégalaise. Donc ils ont demandé au capitaine des clandestins de s'arrêter. Le gars a refusé. Au moment où la marine est arrivée à leur hauteur, donc le capitaine de la marine lui a demandé de s'arrêter. Le gars insiste, c'est-à-dire il a récidivé quoi. Il a continué de refuser de ne pas s'arrêter quoi en fait. Maintenant, ils ont échangé des injures, les deux capitaines. Ah bon? D'après mon frère, voilà. Ils ont échangé des injures parce que je sais pas maintenant. Après la marine leur a laissé pour prendre un élan et venir heurter leur pirogue. 2 jeunes de la commune de Méré sont décédés dans cet accident en haute mer, mais le bilan aurait pu être plus lourd. Selon nos informations, 39 jeunes voulaient embarquer à bord de la pirogue. Certains ont dû quitter par force l'embarcation, faute de place. Autre témoignage, celui de plusieurs parents qui n'ont plus de nouvelles de leurs enfants et qui vivent dans une grande inquiétude, une angoisse due au fait qu'ils ne savent pas si leurs enfants sont vivants ou pas. C'est pourquoi ils demandent l'assistance des autorités. Barthélémy Ngom. Des morts en mer, des parents dans l'inquiétude et la tourmente. L'émigration clandestine qui a pris des proportions inquiétantes ces derniers jours a fini de faire plusieurs victimes. Témoignage d'une maman, Salimata Gueye, dont le fils avait embarqué jeudi dernier à Mbour. Il était dans la pirogue qui a pris feu. Elle n'était même pas au courant du voyage de son fils, dit-elle. Le fils de ma grande sœur qui m'a appelé pour me dire, Tati, il faut que tu pries pour Djibi Soumaré. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il a embarqué pour aller en Espagne avec mon petit frère. Je lui ai dit, Babou, ça c'est pourquoi? Tati, Djibi veut t'aider seulement. C'est pour cela qu'il a fait comme ça. Donc, prie pour lui. C'était le vendredi. Je suis restée vendredi, samedi, jusqu'à dimanche. C'est ma soeur qui m'a informé que les enfants qui partaient, le pirogue, c'est à Cheikh Dal. C'est pas Dal. Je sais pas. Depuis lors d'âge, j'ai pas vu mon fils. C'est dur. Vraiment, c'est dur. Djibi Soumaré, âgé d'un peu plus de 30 ans, a laissé une épouse et un bébé d'1 an. Une autre femme, dans la même situation, Fatoumar, dont le frère Modou Sek est introuvable jusque-là. Il était ici à Dakar avant le Magal. C'est après qu'il est parti à Mbour et c'est de là-bas qu'il a embarqué. Son père n'était même pas au courant. Ce sont les jeunes avec qui il était dans la pirogue qui nous ont informés. Toutes ont pour dénominateur commun l'inquiétude. Salimata Gueye, les larmes aux yeux, demande l'aide des autorités. S'il vous plaît, les autorités, le président de la République, les ministres, les autorités, tout le monde. Moi, Salimata Gueye, je demande s'il vous plaît, aide-moi pour voir mon fils. Même s'il est mort, je le vois avec mes 2 yeux, je l'enterre. S'il vous plaît, aide-moi, je demande de l'aide à tout le Sénégal, pour que mon fils revienne sur mes bras. Même s'il est mort,
je l'enterre, je veux. Elles sont nombreuses, les familles, dans cette situation. Nombreux aujourd'hui sont les parents qui n'ont plus de nouvelles de leurs enfants, qui ont embarqué dans des pirogues pour émigrer, ignorant ainsi les risques et les dangers qui peuvent découler de cette immigration clandestine. Barthélémy Ngom, revenons sur la collision en mer entre une vedette de la Marine nationale et une pirogue transportant des candidats à l'immigration irrégulière. Je vous le disais dans les titres, la police a libéré hier soir 37 des 39 rescapés de cet accident. Les 2 autres ont été placés en garde à vue. Par ailleurs, un 3e individu a été arrêté par les enquêteurs. El Hadj Ndiogou Diène. Ce 3e individu, vigile dans un établissement scolaire, a été interpellé hier soir vers 20h à Yarakh. Il faisait office d'intermédiaire entre les recruteurs et les candidats au voyage clandestin. D'après nos informations, ces candidats étaient regroupés à Yarakh dans un endroit tenu secret avant d'être transportés à la plage de Soumbédioune, lieu d'embarcation. La plupart d'entre eux sont de Ngaye Mékhé dans le département de Tivaouane, principalement. Les autres rescapés sont de Saint-Louis et de Touba. Concernant justement la cité religieuse, les jeunes candidats malheureux au voyage en mer ont dit aux enquêteurs qu'ils avaient été démarchés par un recruteur qui faisait le tour des sites d'hébergement de pèlerins lors du Grand Magal de Touba tenu au début de ce mois. Le cerveau de l'affaire, nous dit-on, est un pêcheur de Saint-Louis qui a été identifié et il est activement recherché. Les enquêteurs de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants, après plusieurs heures d'audition, ont retenu en garde à vue 2 personnes membres de l'équipage de la pirogue. Tous les autres ont été libérés par la police. Ces 39 jeunes secourus ont été plus chanceux que leurs camarades portés disparus et dont le nombre exact n'est pas connu jusque-là. D'après leur déclaration, il y avait 60 à 70 personnes à bord de cette pirogue qui a fait collision avec un patrouilleur de la Marine nationale dans la nuit du 25 au 26 octobre au large de Dakar. C'est dans ce contexte que l'association des jeunes rescapés de l'immigration clandestine de Thiaroye-sur-Mer réclame un audit des fonds injectés dans la lutte contre le phénomène. Selon le président de cette organisation, ce sont les ONG qui accaparent l'essentiel de ces fonds. Moustapha Diouf était l'invité d'RFM Matin. On a mis sur l'immigration beaucoup de milliards parce que l'Union européenne a sorti des fonds, l'État du Sénégal a sorti des fonds. Mais les jeunes n'ont rien vu. Si on fait le partage, on ne nous implique pas. Est-ce que vous avez vu quelqu'un âgé de 50 ans qui part sur l'immigration? Aujourd'hui, les gens qui travaillent sur l'immigration sont dépassés les 50 ans, 60 ans. C'est eux qui bénéficient sur les projets. Les jeunes sont très fatigués parce que la majeure partie des jeunes qui partent sur l'immigration, c'est des pêcheurs. C'est des pêcheurs parce que c'est les pêcheurs qui conduisent les pirogues, parce que ce n'est pas les cultivateurs ou bien les éleveurs qui conduisent les pirogues. Donc aujourd'hui, on doit revoir les choses. L'argent qu'on a mis sur l'immigration, vraiment, c'est beaucoup. Mais aujourd'hui, il faut faire des audits. Il faut que l'État du Sénégal prenne ses responsabilités. Je le dis et je le répète. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur l'immigration, c'est des capteurs de fonds. Parce que c'est eux qui nous poussent de partir. Parce que si on a sorti des fonds, c'est eux qui le partagent. On nous met à l'écart. Donc aujourd'hui, l'État du Sénégal doit comprendre que s'il y a quelque chose que tout le monde parle, on dit c'est l'État qui l'a fait. Mais aujourd'hui, c'est les ONG qui nous poussent de partir. Parce que c'est eux les capteurs de fonds. Donc moi, Moustapha, ce que je veux, il faut partager, discuter avec les associations. Impliquez-nous dans les discussions pour que les gens laissent les pirogues. RFM, fréquente modulation, 94.0. La radio en puissance. RFM Midi. Souleymane Niang. Le président de l'UMS, Souleymane Teliko, entendu à l'instant même par le rapporteur du Conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature. Cette audition se déroule à la Cour suprême. Cela fait suite à une procédure disciplinaire enclenchée contre le président de l'Union des magistrats sénégalais. Souleymane Teliko avait fait une sortie médiatique sur le procès de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, ce qui n'a pas été du goût de la chancellerie qui reproche au patron de l'UMS de violer les règles. L'affaire Souleymane Teliko qui s'est invité dans les délibérations du CORED. Le tribunal des pairs avertit Madiambal Diagne suite à sa chronique concernant le juge Teliko. Un autre avertissement servi à Actu221.net dans l'affaire du député Aliou Dembourou Sow. Sur le 3e mandat, la plainte de Abdoulaye Cissé contre le quotidien est déclarée irrecevable. C'est entre autres décisions rendues par le tribunal des pairs du CORED après avoir statué sur des autosaisines et 4 plaintes. Amadou Sabarba.
Le tribunal des pairs du CORED a servi en avertissement au site actu221.net qui avait relaté les propos du député Aliou Dembourou Sow sur le 3e mandat du président Macky Sall. Un autre avertissement à Madiambal Diagne qui, dans ses chroniques, se prononçait sur la nationalité guinéenne du magistrat Souleymane Teliko. Samba Djalempa Badji, chargé de communication du CORED. Pour l'autosaisine contre actu221.net, le tribunal des pairs du CORED sert à actu221.net un avertissement en soulignant qu'il réprouve cette démarche qui, au nom de la recherche du sensationnel et du scoop, sape la cohésion nationale. Pour l'autosaisine contre M. Madiambal Diagne, le tribunal des pairs rappelle que l'éthique et la déontologie ne sauraient s'accommoder de la suspicion jetée sur une personne et de sa stigmatisation. Par conséquent, le tribunal des pairs du CORED sert un avertissement à Madiambal Diagne. Sur la plainte d'Abdoulaye Cissé contre le journal Le Quotidien, le tribunal des pairs juge irrecevable. Dakar Actu et l'As Quotidien ont reçu chacun un avertissement suite à la publication de l'article sur SUTSAS. La plainte du sieur Birahim Dien contre le quotidien l'As, le tribunal des pairs a prononcé un avertissement à l'endroit du journal qui a d'ailleurs reconnu n'avoir pas publié le droit de réponse pour éviter de s'immiscer dans un conflit syndical. Pour ce qui est de la plainte du même plaignant, le sieur Birahim Dien contre le site d'information Dakar Actu, le coordonnateur de la rédaction du site reconnaît une émission involontaire de sa part alors que le droit de réponse était validé par les responsables du site. Il en assume l'entière responsabilité. Le tribunal des pairs prononce un avertissement à l'endroit du coordonnateur de la rédaction de Dakar Actu, Youssouf Amine. S'agissant de la plainte de Sidilo contre le journal L'Observateur, dans une affaire de contentieux foncier, le tribunal des pairs du CORED a rappelé aux plaignants que le droit de réponse est soumis à des spécifications données en termes de longueur, entre autres. L'amicale des étudiants de l'université du Sine Saloum campus de Fatick sonne l'alerte. Leur université ne peut pas recevoir un grand nombre de nouveaux bacheliers car elle manque presque de tout. Une orientation en masse de nouveaux bacheliers pourrait empirer la situation déjà difficile dans les 3 campus de Kaolack, Fatick et Kaffrine. Mohamed Kamara est le président de l'amicale des étudiants du campus de Fatick. Il est au micro d'Aminata Goudjabi. Parce qu'en ce moment, il faut savoir qu'à l'université du Sine Saloum, nous n'avons toujours pas de locaux, que ce soit au campus de Fatick, Kaolack comme Kaffrine. Les locaux ne sont pas encore disponibles. Et en ce moment, nous faisons des cours dans les bâtiments qui ne nous appartiennent pas. Et il faut savoir qu'en ce moment, ces bâtiments ne suffisent pas déjà pour prendre en compte les 2 licences que nous avons. Donc imaginez si seulement il y a une 3e cohorte qui va venir l'année prochaine. Ça va être problématique. Que ça soit sur le plan pédagogique que sur le plan social. Parce que déjà, les problèmes que j'ai soulevés dépendent du volet pédagogique parce qu'il n'y a pas assez de salles, il n'y a pas assez de matériel. Il faut aussi savoir qu'il n'y a pas assez de professeurs. Donc, c'est un problème. C'est un problème total. Sur le plan social aussi, vous savez, l'environnement du Sine Saloum est très spécifique, qui est différent des autres universités. C'est carrément difficile de trouver des logements. Donc, imaginez si seulement il y avait une masse d'étudiants qui va venir, ça va nous poser problème. Il est 12h16. Covid-19 au Sénégal, les chiffres du jour. 11 nouveaux cas positifs ont été enregistrés sur 721 tests effectués. Il s'agit de 3 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale, d'un cas importé au niveau de l'AIBD et de 7 cas de transmission communautaire. Des cas communautaires relevés à Yoff, aux Almadies, à Dakar Plateau, à Mbour, à la Sicap Karak et à Thiès. Justement, parlons du Maoulid qui sera célébré demain. Cet événement religieux marque la naissance du prophète Mohammed. Mais cette année, la famille religieuse de Mbeleké ne va pas célébrer l'événement pour se conformer à la directive du Khalif général des Tidjanes. Le gamo annuel de Mbeleké est aussi annulé. Écoutons Aliou Dia, porte-parole de la famille religieuse de Mbeleké, au micro de la Ndiogoudienne. Conformément à la décision sage et bien réfléchie du Khalif général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, la famille de Al-Hadji Daouda Dia de Mbeleké radiyallahu ta'ala anhu informe les Mouhaddam, présidents de Daïra et talibés, qu'elle ne célébrera pas cette année le Mawlud ni à Tivaouane ni à Mbeleké. Elle adhère à la vision généreuse et responsable de Serigne Babacar Sy Mansour. À cet effet, elle recommande à ses disciples
de célébrer cette nuit du Mawlud, commémorant la naissance du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en famille, à domicile, sans rassemblement, dans le respect strict des mesures barrières. La famille de El Hadji Daouda Dia prie le Tout-Puissant pour qu'il mette fin à cette pandémie et préserve le peuple sénégalais et l'ensemble de la Oumma islamique. Salam alaikum wa rahmatullah. Le Maulid qui sera célébré à Kaolack, la police centrale de la ville avait démarré des opérations de sécurisation depuis le 18 octobre en vue de préparer le Gamou. Opération qui a accouché de beaucoup de résultats, dont des centaines d'individus interpellés et des véhicules arrêtés et mis en fourrière, ainsi que des pièces saisies. Voici Serigne Amadou Diop, commissaire central de Kaolack, sur le bilan des opérations de préparation du Gamou, propos recueillis par Ibrahima Diamé. 199 personnes ont été interpellées pour non-respect du port obligatoire de masque. 54 personnes ont été interpellées pour vérification d'identité. 6 personnes pour ivresse publique manifeste. 9 personnes pour racolage sur la voie publique. 26 véhicules ont été mis en fourrière pour diverses infractions. 33 motos immobilisées, 3 individus ont été déférés au parquet pour détention et usage de chanvre indien et 515 pièces saisies pour diverses infractions. Donc depuis le 18 à nos jours, quand même ces opérations ont porté leurs fruits. Et puis à Thiès, ouverture des églises prévue dimanche prochain, coïncidant avec la fête de la Toussaint. Des éléments du service d'hygiène de Thiès ont entamé des opérations de désinfection au niveau des églises de la capitale du Rail. Reportage de Charanta Diop. Désinfection, désinsectisation des lieux de culte. La cathédrale Sainte-Anne de Thiès est choisie par des éléments du service d'hygiène de Thiès pour le démarrage des opérations. Capitaine Idrissa Ndiaye, chef de la brigade régionale de l'hygiène de Thiès. L'église aussi a jugé nécessaire de procéder à la réouverture des lieux de culte, mais en se basant sur un protocole sanitaire très strict. Il y a des aspects qui interpellent directement le service national de l'hygiène. C'est pour cette raison que nous sommes venus présentement au niveau de cette cathédrale, donc pour faire des opérations de désinfection et en même temps leur distribuer des kits pour le lavage des mains à l'eau et à savon. Au niveau de la région de Thiès, donc il y a à peu près une vingtaine d'églises qui seront désinfectées. À Mbour, c'est le cas à Tiawan, c'est le cas à Thiès, c'est le cas à Popenguine, parce que toutes ces églises à Khombol, toutes ces églises seront désinfectées. Abbé Henri VI, curé de la cathédrale Sainte-Anne et vicaire général de l'évêque, s'en félicite et prône le respect du protocole sanitaire édicté par le ministère de la Santé. Et le plus nécessaire, c'est les masques. Que les gens portent leurs masques en venant à l'église. Que tous ceux qui peuvent avoir du gel avec eux en venant, qu'ils l'amènent se désinfecter les mains. Le service mettra à notre disposition des lavoirs pour que nous puissions nous laver les mains. J'insiste. De nombreux fidèles chrétiens sont attendus dimanche prochain dans les églises de la place à l'occasion de la célébration de la fête de tous les saints. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Georges Déthié Diop. Bonjour Souleymane. La présidentielle ivoirienne, pas de report, le scrutin va se tenir samedi. C'est ce que le président Ouattara a confié à nos confrères de France 24 et RFI, et cela malgré l'appel de l'opposition à la désobéissance civile. Selon la Constitution, selon lui, la Constitution lui interdit de changer la date du scrutin. Écoutons le président et candidat sortant sur le retour de Laurent Gbagbo et la présidentielle de 2024. C'est un jugement en première instance. Mais le jugement en appel viendra, j'espère, dans les semaines à venir. Et puis après ça, il y a quand même eu des condamnations ici. Il y a des procès qui l'attendent. C'est un ancien président, il a déjà fait 9 ans là-bas. Je trouve qu'il est temps qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Mais cela ne peut se faire que dans des conditions qui sont examinées d'un commun accord. C'est ce que je dis. Donc ceci montre ma volonté de le faire rentrer. Mais, et les victimes? Il y a pas, vous savez, on ne peut pas regarder ces questions d'un seul côté. Donc il y a des discussions, évidemment. Il n'y a pas de discussion à mon niveau, mais il y a des intentions en ce qui me concerne. Il y a des intermédiaires, on a parlé de son fils, par exemple. Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est pas vrai. Mais, alors vous avez annoncé dans des interviews récentes que vous alliez prendre une mesure exceptionnelle, entre guillemets, pour justement permettre son retour. Je souhaite qu'il rentre après
la décision d'appel. Mais tout cela sera réglé en temps opportun. Mais je n'en dirai pas plus. Monsieur Herman, je n'en dirai pas plus. Vous avez dit que ce ne sera pas une amnistie, donc ce sera une grâce. Je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus. Mais vous n'excluez pas la grâce? Je n'en dirai pas plus. Vous n'excluez pas d'être à nouveau candidat en 2025? Ah non, écoutez, ça suffit comme ça. C'est un sacrifice que je fais. Pour moi, il me serait difficile, même impossible. Et j'espère que la Constitution va nous régler ce problème. La prochaine élection présidentielle, après celle de samedi en Côte d'Ivoire... C'est bien en 2025. En 2025. En Guinée, le FNDC réagit après le séjour à Conakry d'une mission diplomatique internationale. La mission conjointe CEDEAO-Union africaine ONU a appelé à un dialogue pour une résolution de la crise post-électorale. Le Front national pour la défense de la Constitution demande aux émissaires de revoir leur copie. Le FNDC, qui a refusé de les rencontrer, parle même de médecins après la mort. Abdoulaye Oumousso, porte-parole du FNDC, que nous avons joint tout à l'heure à Conakry. En réalité, nous ne nous attendons rien de cette mission diplomatique, d'autant plus que nous les avons déjà prévenus de tout ce qui allait advenir. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous, au niveau du FNDC, nous avons refusé de raconter cette mission dite diplomatique, qui en réalité n'en est pas une, mais qui vient à des moments quand le dictateur Alpha Condé est en difficulté pour pouvoir le sauver. Vous savez que le FNDC, depuis plus d'1 an, avait écrit à ces institutions pour les informer de ce qui prévalait en Guinée et du risque qu'il y a de la déstabilisation de la sous-région avec les événements en Guinée. Nous l'avons dit, nous l'avons alerté, nous avons fait des pieds et des mains pour qu'il y ait du dialogue avant même ces élections. Et nous avons estimé que il n'y a pas eu ce dialogue qui a été ouvert. Aujourd'hui, les gens viennent pour demander un semblant de dialogue qui n'en est pas d'ailleurs une, parce que en réalité c'est pour aider M. Alpha Condé à blanchir son coup d'état constitutionnel, chose que le FNDC n'acceptera jamais. C'est pourquoi nous avons refusé de les rencontrer, et c'est pour nous leur recommandation ne dit absolument rien. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est le combat du peuple guinéen pour sa liberté et pour la justice. Caricature du prophète Mohamed, le Conseil islamique du Mali appelle à un grand rassemblement ce mercredi. Manifestation prévue à 14h à la grande mosquée de Bamako. En plus de ce rassemblement, d'autres actions sont en cours. Une déclaration de condamnation commune des musulmans du pays, des prêches de condamnation lors des activités du Maouloud de cette année qui ont déjà commencé. Et puis, la Turquie annonce des mesures judiciaires et diplomatiques après la publication par l'hebdomadaire Charlie Hebdo d'une caricature du président Erdogan. Selon un communiqué de la présidence turque, les actions judiciaires et diplomatiques nécessaires seront entreprises contre la dite caricature. En Algérie, pour terminer, le président Abdelmadjid Tebboune a été admis hier à l'hôpital militaire d'Aïn Nadja d'Alger. Selon un communiqué, c'est sur recommandation de ses médecins qu'il est entré dans une unité de soins spécialisée de l'hôpital de l'armée. Son état de santé est stable et n'inspire aucune inquiétude selon le communiqué. Samedi dernier, le président Tebboune avait annoncé son isolement volontaire après que plusieurs cadres de la présidence avaient présenté des symptômes du Covid-19. Journal international présenté par Georges Détié Diop. Merci. RFM Sport. Bienvenue à Cheikh Tidiane Diagne pour le journal des sports. Merci à vous Suleiman et bonjour à tous. Basketball d'abord, préparatif du tournoi de Kigali, le sélectionneur de l'équipe masculine du Sénégal face à la presse cet après-midi. Il s'agit de l'ancien international Boniface Non qui a été nommé sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal depuis février dernier. Et vous l'avez dit, il va publier donc cet après-midi la liste des joueurs retenus à ce tournoi de Kigali. À quoi devrait-elle ressembler donc cette liste? Nous allons écouter Sodetiam qui a recueilli les avis d'experts. L'équipe masculine du Sénégal est en quête d'une qualification pour l'Afrobasket 2021, d'où la publication de la liste de présélection ce soir. Alors, à quel genre de liste peut-on s'attendre? Tentative de réponse avec le journaliste du quotidien Record, Pape Mor Bassignan. Une forte présence d'anciens parce qu'on s'achemine vers les éliminatoires qui vont s'étendre jusqu'au mois de février 2021. Il faudra, dès le mois de novembre, marquer notre territoire et faire un pas conséquent vers la qualification. Donc on peut s'attendre à des joueurs comme Gorgui Sidjan, Maurice Ndour, Clevin Annan qui pourraient faire son retour, mais aussi de jeunes joueurs comme Amar Silla, pourquoi pas les Blanco Baggio. Ce sera à mon avis une jonction entre les anciens et les nouveaux. Vu l'objectif, je pense que Boniface ne prendra pas de risque en sélectionnant deux joueurs qui n'ont pas de vécu sur le plan international. Le technicien Chérif Aïdara va dans le même sens, même s'il estime qu'il ne faudrait pas laisser en rade les jeunes et les joueurs locaux. Il y a déjà un noyau qui est là.
et c'est de bons joueurs qui ont de bons stats à l'extérieur. Ce qui compte pour un entraîneur, c'est la performance dans le terrain, c'est la performance en club. Et je pense que certains de nos joueurs, la plupart du temps, les cadres, ils sont actuellement en forme, ils font de bonnes choses à l'extérieur. Néanmoins, je pense qu'il ne faudrait pas exclure les joueurs locaux qui sont là et même les jeunes qui sont à l'extérieur. Et pourquoi pas les U18 qui ont fait une bonne prestation au Mali et à la Coupe du Monde. Il y a de bons joueurs là-bas, donc je pense qu'il ne faudrait pas exclure tous ces joueurs-là. Les anciens doivent être beaucoup plus nombreux que les niveaux parce qu'une Coupe d'Afrique quand même, c'est pas une petite affaire, quoi. D'après nos interlocuteurs, la liste du sélectionneur Boniface Ndong devrait être un mélange d'expatriés expérimentés et de jeunes. Cela permettrait aux novices de côtoyer le haut niveau sous la protection des habitués de la tanière. Le tournoi est prévu du 25 au 29 novembre prochain à Kigali, c'est au Rwanda. Dans le groupe B, le Sénégal va affronter l'Angola, le Mozambique et le Kenya. Ce sera le premier test pour Boniface Ndong au poste de sélectionneur. Il est âgé pour rappel de 43 ans. Remise cet après-midi de diplôme d'entraîneur animateur et d'initiateur de basketball. C'est une initiative de la Ligue de basket de Dakar. Un stage a été organisé à cet effet. Nous allons écouter Samba Gueye, président de la Ligue de Dakar, interrogé par Sodekam. Nous avons vraiment eu un stage très intéressant avec 90 stagiaires parce qu'en fait la région de Dakar manquait cela parce que cela n'a pas été organisé depuis 6 ans. Donc nous en profitons pour vraiment remercier les stagiaires pour leur présence massive. Donc ça nous a permis quand même d'avoir une bonne graine qui vont aller travailler à la base pour le développement du basket. Voilà, cette cérémonie sera vraiment relevée parce que il y aura la présence du maire de Dakar, Madame Soham Wardini, et en guest star, nous avons l'honneur d'accueillir le coach Boniface Ndong qui sera présent à la cérémonie pour vraiment encourager ses jeunes frères et ses jeunes sœurs. Et il va peut-être participer à la cérémonie de remise des diplômes cet après-midi. Chatidiane, le CNG de lutte devrait avoir un nouveau président en début de semaine prochaine. Lundi prochain, selon le président de l'association des amateurs de lutte, Doudia Ndjeko, qui a été reçu hier par le ministre des Sports lors des consultations, veut juste un homme du Sérail capable de régler les problèmes de la lutte sénégalaise. On l'écoute. Dans sa série de concertations pour choisir un président du CNG, le ministre nous a confié et nous avons dit notre pensée. Et après avoir écouté, donc, il nous a promis de nommer un président au plus tard lundi prochain, donc la semaine à venir. Maintenant, vous savez, ce dont on a besoin, c'est qu'il soit un président de consensus, que ce soit quelqu'un qui est là et qui travaille pour l'intérêt de la lutte. Et moi, à mon avis, cela est important. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est que aussi on va continuer à sensibiliser les gens pour que véritablement que les gens continuent à travailler pour le monde de la lutte, parce que vous savez, c'est un monde qui est assez difficile. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin de quelqu'un qui est là, qui est à l'écoute de tout le monde et qui prend les bonnes décisions pour permettre à la lutte de retrouver sa place. Et puis football international en Ligue des Champions, Juventus accueille le FC Barcelone ce soir. C'est l'attraction. Oui, l'attraction, et ce sera sans CR7 malheureusement. Cristiano Ronaldo, toujours positif à la Covid-19, match prévu à partir de 20h et que vous pourrez suivre en direct sur les ondes de la radio Futur Média. Istanbul Başakşehir, le club de Dembaba, reçoit le Paris Saint-Germain d'Idrissa Gana Gueye qui revient de blessure. Il faudra aussi noter que le FC Séville accueille Rennes de Mbayan qui ne sera pas de la partie puisqu'il n'a pas été retenu. Ce sera tout le contraire du portier international sénégalais Alfred Gomis qui devrait être dans les cages du club breton. Mais à 17h55 déjà, un autre Sénégalais qui aura certainement le temps de s'illustrer. Il s'agit d'Edouard Mendy, le portier de Chelsea, qui se déplace donc en Russie pour jouer l'équipe de Krasnodar. C'est l'essentiel des actualités sportives de ce midi, Souleymane. Rendez-vous ce soir devant la télé, peut-être à la radio, non? À la radio, oui. Oui, donc voilà. Retransmission de quel match? Du match, ce sera certainement Juventus de Turin, Barcelone. C'est l'attraction du jour. Merci, Chatidiane Diagne. Merci à vous, Souleymane. RFM, la presse du jour. La presse de ce mercredi 28 octobre 2020, lui, est commentée par Georges Détié Diop. L'émigration irrégulière encore et toujours. Des migrants ont échoué hier à Saint-Louis. Les Échos indiquent que c'est vers 15h qu'une embarcation avec à bord des migrants clandestins a accosté à Saint-Louis à hauteur de l'hydrobase après avoir erré des jours en mer. 9 voyageurs clandestins ont été interpellés. Le reste des occupants de l'embarcation s'est fondu dans la nature avant leur arrivée. Selon un communiqué de la gendarmerie, 2 moteurs de 40 et 60 chevaux et des fûts à carburant
ont aussi été saisis. La veille, la Marine nationale avait intercepté une pirogue de migrants au large de Dakar. Lors de l'opération, il y a eu collision entre un patrouilleur de la Marine et la pirogue. Tribune parle d'au moins 40 morts. Un des rescapés confie dans le journal que le patrouilleur de la marine, après une course-poursuite, s'est présenté devant eux et a percuté leur embarcation par l'avant. Selon lui, 39 personnes ont été sauvées, plus de 40 sont introuvables et beaucoup d'entre elles ne savaient pas nager. Et Source A constate que l'État n'a toujours pas dit toute la vérité au sujet du nombre de jeunes réellement décédés en mer ces derniers jours. Une situation qui fait qu'il est impossible pour les familles de faire le deuil. En tous les cas, pour ce qui est de la pirogue qui a explosé en mer et qui avait à son bord 200 migrants, l'observateur met des visages sur 5 des disparus et qui sont originaires de Saint-Louis. Leur histoire racontée dans le journal. Omar Sow, 32 ans, capitaine de son ASC, l'ASC Pikine. Bekaï Diak, 32 ans aussi, carleur de profession et défenseur de la même ASC. El Hadj Ndiogoussar, commerçant, Abdoulaye Anne, câbleur et As Damka, maçon âgé juste de 26 ans. Ils habitent tous le quartier de Pikine à Saint-Louis. Ousmane Sonko, lui, a réagi à ces drames en mer. Selon l'AS, le leader de PASTEF accuse Macky Sall d'en être le responsable. Sud Quotidien renchérit qu'Ousmane Sonko charge l'État. Le journal rapporte que, selon Sonko, la reprise du phénomène de l'immigration clandestine ne fait qu'illustrer l'échec du président Macky Sall qui avait promis 100 000 à 150 000 emplois par an aux jeunes du pays. Il l'accuse ainsi de trahison et estime qu'il devait démissionner. Alors, la recrudescence du phénomène a fait que certains proposent la criminalisation du délit de convoyage. Mais au sein du gouvernement, on ne parle pas le même langage. Vox Populi fait état de dissonance au sein de l'équipe de Macky. En cause, Mansour Faye et Néné Fatoumata Tall sont favorables à une criminalisation. Tout le contraire du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. Leurs collègues des transports terrestres, sous un autre registre, annoncent la fin des travaux du TER pour bientôt. Dans le quotidien Omarium affirme que le projet du TER va prendre fin d'ici fin décembre et il appartient au président de la République de choisir la date de démarrage. Selon le journal, le ministre assure que seules les gares et l'électrification sont à achever. Omarium s'exprimait hier lors du vote de la loi portant création du fonds d'entretien routier autonome FERA. En politique, la situation au Parti socialiste à la une de plusieurs journaux à la première page du quotidien Le Témoin. Après Khalifa Sall, Haro sur Serigne Mbaye Thiam, le PS en état de mort clinique. Walf Quotidien s'intéresse au cas Serigne Mbaye Thiam qui, selon mon confrère, divise l'union départementale PS de Nioro. Pendant ce temps, l'observateur se pose la question de savoir ce qu'il reste du Parti socialiste. La longue traversée du désert et la lutte des postes, Serigne Mbaye Thiam, Aminata Mbengue Ndiaye et l'éventualité du remaniement de Macky Sall à la une de l'observateur. PS, les démons de minuit. À vos kiosques et bonne lecture. C'est la fin de cette édition à 12h35. Je vous remercie de l'avoir suivi. Journal réalisé par El Hadj Ndiogoudienne, mise en onde Alioune Ba, mise en ligne assurée par Yacine Pouille sur www.rfm.sn, régie d'antenne Pape Omar Diaw, 13h, le journal en Wolof qui vous sera présenté par El Hadj Hassan Gueye. Tout de suite, le journal du Maoulid à la veille de la célébration de l'anniversaire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Journal présenté par Nafissatou Silla, bonjour. Bonjour Souleymane.